Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau update lecture. Il y a quelques tomes que j'ai bien aimés, il y a des tomes que j'ai pas vraiment aimés ou j'ai pas vraiment accroché, mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Et on va commencer de suite avec Possession de Paul Tremblay. Paul Tremblay, c'est un auteur que je voulais découvrir depuis un bon bout de temps. J'entends beaucoup du bien de sa plume. Beaucoup de monde adore sa plume. Malheureusement, chez nous, il y a que 3 titres traduits, alors qu'en anglais, il y a une pléiade, il y a une multitude de titres de cet auteur que j'aimerais bien découvrir après avoir lu Possession. Parce que Possession, c'est un bon titre. Si, comme moi, vous aimez pas trop les titres de possession, vous avez du mal à rentrer dedans parce que les possessions sont vues et revues. Il y a rien de nouveau dans tout ce qui se passe. Eh bien, Possession, c'est frais, c'est rafraîchissant. Je trouve que c'est un bon mix d'histoires des possessions entrecoupées avec des éléments de blog. C'est vraiment chouette la manière dont ce livre a été conçu. C'est très intéressant. On a des chapitres où on voit des avis des blogs sur l'histoire en elle-même et ensuite on a la narration des faits. Les personnages de ces bouquins sont attachants et la fin, elle m'a scotché. Je m'attendais pas à cette fin, pas du tout même. Et quand je lis les dernières pages, je me dis ah oui, ok, c'est ça en vérité ce qui se passait. C'était vraiment chouette. Oui, je sais, je répète le mot chouette 10 000 fois, mais c'est la vérité. C'est un titre qui mérite d'être découvert. En gros, pour que vous ayez un peu le contexte et que la trame de ce titre, ça parle de la famille Barrett. En apparence, tout va bien, c'est une famille aimante, c'est une famille où tout roule jusqu'au jour fatidique où le père de famille perd son emploi. À partir de ces moments-là, les choses vont aller de mal en pire parce que déjà les relations entre les membres de la famille commencent un peu à se dégrader et le pire dans tout ça, c'est que l'aîné de la famille commence à avoir des crises bizarres. On ne sait pas si elle est possédée ou elle est schizophrène. En tout cas, la famille Barrett essaye tout. Essaye de mettre les moyens pour voir ce qui se passe avec leur fille aînée. Ils essayent de l'aider, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et vu que le père de famille, il n'a pas de travail, il est au chômage depuis tout ce temps, les choses ne vont pas s'améliorer. Ils n'ont pas vraiment trouvé des traitements, ils n'ont pas les moyens d'investir plus. Et à un moment donné dans cette histoire, il y a l'intervention miracle d'une chaîne de télévision qui veut faire un documentaire, un reality show sur cette famille et aussi sur le thème de la possession. Le père de famille accepte. C'est dit ok, c'est le seul moyen d'aider notre fille, on va faire ça. Et du coup, il y a des caméras un peu partout qui s'installent dans la maison des Barrett et le show commence. Il faut savoir que dans cette histoire, il y a aussi la cadette, Mary, qui joue un rôle très important. En fait, c'est elle qui narre l'histoire de cette famille et on va voir que les choses sont pas roses. Il y a vraiment des choses étranges qui se passent. On ne sait pas vraiment si c'est de la possession. On ne sait pas vraiment en fait. Il n'y a pas vraiment des déclics. Il n'y a pas vraiment des éléments, disons, surnaturels qui se passent dans cette famille. Mais pourtant, la situation dégénère. Vraiment, je vous le recommande à 10 000 %. La plume, elle est envoûtante. J'ai été captivée. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai lu très vite. Et j'ai adoré. J'ai adoré la plume de Paul Tremblay et j'ai hâte de découvrir d'autres titres de cet auteur. Je sais qu'il y a encore 2 titres qui ont été traduits. Je vais essayer de me les procurer et je vous ferai des résumés au fur et à mesure dès que je l'aurai dans ma possession. En tout cas, ce titre, je vous le recommande à 10 000 %. Et maintenant, on va passer à un titre que j'ai trouvé dans une boîte à livres et qui est retourné malheureusement là-dedans. L'image va s'afficher à droite ou à gauche, on verra après. Et ce titre, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. C'est un titre qui a été adapté après le succès du film éponyme, mais j'ai pas trouvé l'émotion qu'il voulait transmettre. C'est pour ça que je l'ai donné. C'était un roman, c'était un livre qui s'est laissé lire, mais il n'y a pas eu cette étincelle, il n'y a pas eu l'émotion escomptée. Les personnages, je les trouvais sous-développés, assez fades, alors que normalement on devait avoir une émotion, on devait s'attacher à ces personnages qui sont en quête de liberté, et bien non.
En tout cas, pour ma part, c'est pas le cas. J'ai fait une chronique Insta il y a quelque temps et les gens ils me disaient oui mais moi j'ai adoré, le film il est super, je suis d'accord le film il est super, mais le roman pas du tout. En tout cas, selon mon point de vue. Peut-être que selon vos critères, vous allez l'aimer, mais c'était pas mon cas. Je trouvais, comme je vous disais, les personnages sous-développés, on creusait pas assez. On n'avait pas assez de background. Je trouvais que l'action et le récit, c'était assez superficiel. Oui, assez superficiel. C'était en surface, on creusait pas, on s'attachait pas aux personnages. C'était un récit très très court et on avait du mal. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage et à me dire je suis triste pour ce qui se passe dans ce roman. Eh bien non, on avait une suite de dialogues, d'actions et des choses qui se passaient, mais pourtant, je voyais pas du tout l'émotion que l'auteur voulait nous transmettre. Eh bien, de quoi ça parle? Maintenant que vous avez un peu le cadre et le pourquoi du comment, ça parle d'un collège privé où il y a l'élite. C'est un collège ou un lycée pour garçons où il y a que l'élite, il y a que les bourgeois et c'est un cadre très très strict, ils ont pas beaucoup de distractions, c'est école, 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 activités extrascolaires mais très rythmées, tu dois avoir des bonnes notes et faire ces activités et basta. T'as pas vraiment un libre arbitre, t'as pas ton mot à dire, c'est tes parents qui tracent ta route à tout jamais dans la vie et tu dois la suivre tout droit, tout droit, tout droit et normalement tu vas perpétuer le même chemin pour tes enfants. Mais ça va être bouleversé par un prof de lettres atypique qui va arriver dans ce collège. Il va arriver et il va essayer de bouleverser les codes, il va dire aux garçons de vivre et de penser par eux-mêmes, de vivre librement, d'essayer de transgresser un peu les normes, les codes. Bon, il ne le dit pas de cette manière-là, mais c'est l'idée. L'idée est d'être libre, de se sentir vivant et de faire aussi ce qu'on a envie, de suivre notre propre chemin. C'est une idée très intéressante. Vous voyez, c'est le concept de ce roman, il est très intéressant, mais pourtant il n'a été pas exploité à 100%. Parce que, comme vous pouvez vous imaginer, étant donné ce cadre très très strict, les parents vont s'opposer quand les gamins vont essayer de prendre le devant, de prendre leur vie à main, ils vont s'opposer et il y aura des événements un peu tragiques qui vont se passer. L'idée, elle était sympathique. J'avais bien aimé l'idée, mais le développement, non. Je vous recommande quand même de vous faire votre propre idée, votre propre avis, parce que, comme je disais, ça, c'est mon opinion personnelle, c'est mon avis personnel. J'aime bien quand c'est un peu plus fouillis, quand on a un peu de développement des personnages, quand on voit un peu la psychologie des personnages, quand on a plus d'éléments, plus d'attachement pour les personnages. J'aime bien les personnages torturés. J'aime bien quand ça se passe mal, même si parfois ça m'énerve. Mais j'aime bien un cadre complexe et développé. Voilà. Et ce titre ne m'a pas offert ce cadre. Du coup, malheureusement, il est retourné dans la boîte à livres. Voilà. Le prochain titre dont je vous parlais, c'est Deceased. Bon, il n'y a pas de titre sur la couverture du comics, mais c'est un comics qui parle des zombies. Bien sûr, j'adore les zombies, j'adore les séries qui en parlent, j'adore les comics, le roman, etc., etc. Du coup, j'ai testé ces comics que j'avais à la maison et c'est le premier tome d'une série. Est-ce que j'ai aimé? Oui et non. Oui, je sais, je suis bizarre. Je réponds bizarrement à mes propres questions. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Je viendrai avec des arguments. Déjà, il faut savoir que c'est un univers très très étendu et qu'il faut connaître un peu plus des personnages que les personnages de base. Parce qu'on a une différence des protagonistes et moi j'étais moi je le connais pas. J'ai quelques notions en ce qui concerne les personnages d'ici. Je connais les membres de la Justice League, membres principaux, je veux dire, parce que il y en a pas mal. Il y a beaucoup de générations et les comics qui se suivent, il y a des histoires dans des histoires dans des histoires. Et du coup, moi je suis pas trop comics. Moi quand j'étais enfant, j'avais regardé les animés. Du coup, c'est pour ça que je connais plus, enfin, que je connais un peu plus, mais sinon, je suis pas les comics, je suis pas une fan hardcore. Du coup, comme je vous disais, je connaissais pas tous les personnages qui apparaissaient ici. Deuxième point, je trouvais que l'histoire, elle était pas assez développée. En tout cas, la maladie qui se transmet à toute la population. L'idée, elle est très intéressante parce qu'on a un virus informatique qui se propage via les smartphones, les réseaux internet. Du coup, quasiment toute la population est infectée et bien évidemment aussi nos héros, comme vous voyez ici sur la couverture. Mais ça devient de pire en pire
parce que quand des humains qui ont des super pouvoirs, des héros, des aliens, peu importe, qui peuvent détruire la planète, commencent à devenir des zombies, t'es foutu. Vraiment, t'es foutu. Normalement, les super-héros devraient être le dernier rempart contre l'extension de l'humanité, alors que là, ils ont franchi la barrière. Ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté de la barrière, malgré eux. Bien évidemment, ils voulaient pas être infectés, mais ils ont subi cette mutation et du coup, ils se sont transformés en sorte de zombies. Dans le comics, ils les appellent pas comme ça, mais c'est clairement des zombies. Voilà. Ils sont des zombies et du coup, ils vont essayer de propager le virus afin que tout le monde soit exterminé et que tout le monde meure. Oui. Voilà, je suis entrée un peu plus dans le vif du sujet, mais comme je disais, le début de l'épidémie, il est très court. On a 2 pages et l'épidémie, elle a commencé. En fait, j'étais ici sur l'une des pages, il expliquait un peu, et sur la prochaine page, il y a un événement qui apparaît, et j'étais, mais attends, est-ce que j'ai perdu quelque chose? Est-ce qu'il me manque une page? Parce que j'avais pas trop compris ce qui s'est passé. Vraiment, c'est très rapide. La transition entre le moment où, ok, on va infecter le monde, et c'est bon, ça commence, l'infection commence, il est vraiment très rapide. Une page et c'est bon. Et déjà, je comprenais pas trop. Bon, peut-être c'est parce que j'ai pas trop l'habitude de lire des comics, mais je trouvais la transition très rapide. Et du coup, ça m'a un peu perturbée dans ma lecture. Je trouvais ça un peu moyen. Voilà, la transition un peu moyenne. Mais après, le développement de l'histoire, c'est bien. On a des infections, on a tout ce qu'on demande d'une histoire des zombies. Les gentils humains qui essayent de résister, les méchants zombies qui essayent d'infecter le monde, patati patata, voilà. Comme je vous disais, c'est un premier tome. Du coup, à la fin de ma lecture, j'étais un peu mitigée parce qu'il y a des éléments que j'ai adorés et des éléments que j'ai pas du tout aimés. Enfin, moyennement aimés, en tout cas. On verra la suite. On verra comment ça se passe parce qu'il y a encore 2 ou 3 tomes. En tout cas, je les ai à la maison et je pourrai les lire. Voilà. Bon, on va continuer aussi avec 2 autres BD que j'ai moyennement aimés avant d'arriver à la crème de la crème, les 2 autres romans que j'ai adorés. Ces 2 autres BD, pareil, je les ai trouvés dans une boîte à livres, mais ils sont, à la fin de ma lecture, ils sont retournés dans la boîte parce que c'est pas ma cam. Au final, c'était pas ma cam. Le premier titre s'intitule Cadavre exquis. Je pensais au tout début que c'était une sorte de reprise de Cadavre exquis de Augustina Benzerica. Je sais pas exactement si c'est ça le nom. J'ai pas lu le roman, je pensais peut-être que c'est l'adaptation graphique, mais pas du tout. Ce titre parle d'une fille qui a une vie un peu pourrie. Elle est hôtesse d'événements et elle se fait chier. Parce qu'elle aime pas son job, elle est perdue dans la vie, elle est en couple avec un gars qui est à la limite du misogynisme, qui la traite mal, elle est vraiment pas du tout épanouie. Et à un moment donné, elle rencontre un écrivain qui reste caché dans son appartement. On sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est très connu, vous allez comprendre si vous lisez la BD, je veux pas vous spoiler. Et du coup, elle le rencontre et au final, elle va laisser sa vie un peu pourrie de côté et elle va commencer une sorte de relation avec ces messieurs. Je les trouvais pas ouf. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas trouvé ouf. Le style graphique n'était pas à mon goût. J'ai pas vraiment adhéré au dessin de l'autrice. C'est dommage, mais on peut pas aimer tout. Et quant à l'histoire, c'était plat. Ok, il y avait un petit événement vers la fin, mais sinon le reste de l'histoire, c'est pas quelque chose qui m'a exalté, c'est pas quelque chose que je dis waouh, c'est du jamais vu, ça j'aime bien lire. Non, c'était pas du tout ça, c'était pas une histoire qui m'a ramené dans un autre cadre, dans un autre univers où je pourrais au moins m'attacher au personnage parce que j'ai trouvé ce personnage à la limite du chien. Elle était un peu chiante, ouais. C'est méchant de dire ça, mais je l'ai pas du tout trouvé charismatique pour un personnage principal. J'ai pas pu m'identifier ou avoir de l'empathie. Au moins pour ce personnage, j'étais ok, bon, fais ta vie, vas-y, fais ta vie et on verra après. Voilà. Du coup, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Et le deuxième titre, pareil, m'a laissé un peu dubitatif, c'est Forever Beach de Digli. J'ai entendu du bien de cette autrice, de cette femme qui fait des BD. Son style graphique, il était assez chouette, il y avait des bonnes idées, mais il y avait aussi des mauvaises idées dans ce récit. En tout cas, pour moi. En fait, moi, j'ai pas adhéré à certaines choses dans son récit. On suit ici
trois nanas, trois filles, trois potes, Audrey, Louise et Maud. Je pense que Louise c'est le personnage principal, peut-être je me trompe. Comme vous savez, je détruis quand il s'agit de nom des personnages, mais bon bref. Le personnage principal c'est une nana qui vit en couple depuis 3 ans. Elle vit sa meilleure vie avec son mec. Il y a une autre pote, je pense que c'est Audrey, qui vient de se mettre en couple avec un autre gars et c'est une relation pote-colle. Ils font tout ensemble, elle pose sur les réseaux tout ce qu'elle fait, etc., etc. C'est l'amour fou. Quant à Maud, c'est une fille qui enchaîne les coups d'un soir, elle n'arrive pas à trouver son partenaire et du coup on suit un peu leurs péripéties, leur vie quotidienne. Il y avait certains passages qui m'ont fait rigoler, où elle parlait un peu de leur vie, de ce qui se passe, mais il y avait d'autres passages assez torrides dans cette BD et j'ai pas vu l'intérêt. Franchement, ces passages-là, ils étaient amenés d'une manière vulgaire. Je voyais pas l'intérêt de mettre ça en avant dans la BD. C'était cru, c'était vulgaire et j'ai pas du tout aimé. Voilà. Il y a des passages que j'ai bien aimés, il y a des passages que j'ai détestés. Et du coup, en faisant la moyenne, en me posant la question, est-ce que je veux garder cette BD dans ma bibliothèque? La réponse a été non. J'ai pas envie de l'avoir dans ma bibliothèque, du coup, je l'ai laissée dans la boîte à livres. Voilà. Maintenant, on va passer aux 2 autres romans que j'ai adorés. Le premier, c'est Personne ne sort d'ici vivant de Adam Nevill. C'était le dernier tome qui me manquait dans la collection d'Adam Nevill, en tout cas de ce qui est traduit en français, parce que Adam Nevill, c'est un auteur très très prolifique. Et si vous regardez sa bibliographie en anglais, il a écrit beaucoup de romans que j'aimerais découvrir un jour. Mais pour l'instant, je me suis rabattue sur Personne ne sort d'ici vivant, le seul tome qui me manquait dans la collection de Braj Lone. De quoi ça parle ce roman? Eh bien, ce récit met en avant les péripéties de Stéphanie, une fille qui galère un peu dans la vie. Elle a été mise à la porte par sa mère, elle galère un peu, elle a des jobs pourris en intérim, mais c'est pas facile, c'est pas du tout facile, elle essaye de s'en sortir et à un moment donné, elle voit dans un journal qui propose une chambre à un prix très attractif. Elle s'est dit, ok, bah, je vais prendre cette chambre, comme ça je pourrais économiser, je pourrais mettre de côté et après je pourrais chercher quelque chose d'autre, un autre job, un autre boulot pour vraiment vivre bien ma vie, pour faire quelque chose que j'aime de ma vie. Du coup, elle rencontre le propriétaire, elle n'a pas une très bonne impression de lui. Et là, tu t'es dit, ma fille, pourquoi tu te casses pas? Si t'as pas une bonne impression du gars, franchement, t'aurais dû te casser. Mais elle prend quand même l'appartement et les choses étranges commencent parce que la nuit, elle entend des voix. Elle entend des voix, elle entend des choses bizarres qui se passent dans cette demeure. Même quand elle va dans les parties communes, dans la salle de bain ou dans la cuisine, peu importe, il y a des choses vraiment très étranges qui te hérissent le poil et elle a peur. Elle veut se casser de cette maison, mais pourtant, elle n'a pas les moyens. Surtout que le propriétaire, c'est un salaud. Vraiment, le propriétaire de cet immeuble, c'est un mec de la pire espèce. C'est un mec qui s'invente une vie. Ça se passe mal. Vraiment, tout se passe mal dans ce roman. Il n'y a pas une once d'espoir, en tout cas dans la première partie du roman. Il n'y a pas d'espoir pour notre Stéphanie. Elle vit sa vie. Mais sa vie devient un enfer dans cette demeure et on ne sait pas si elle va sortir de la vivante. C'est un récit qui m'a procuré beaucoup d'émotions, beaucoup d'énervement. C'est un de mes préférés d'Adam Nevill. Comme vous savez, il écrit des pavasses et bien sûr, il y a des événements surnaturels qui apparaissent au fur et à mesure, même si l'histoire elle débute normalement. Au fur et à mesure que le récit avance, on est confronté à nos pires cauchemars. Ce titre ne fait pas exception. On a de l'empathie pour Stéphanie, on veut qu'elle s'en sorte, on est de tout cœur avec elle, surtout que les choses qu'elle subit sont pas des choses plaisantes. Et elle essaye. En fait, c'est une personne qui essaye de faire de son mieux. Peut-être elle n'a pas fait les meilleurs choix dans sa vie, mais n'empêche qu'elle mérite pas ce qui lui arrive. Et ce côté surnaturel qui enveloppe le récit, il est vraiment très bien ramené. Je trouve que Adam Nevill, il fait un boulot de fou en créant cet univers. En tout cas, moi, chaque fois quand je lis un Adam Nevill, j'ai l'impression qu'il sait très bien poser l'atmosphère. Tous ces romans que j'ai lus jusqu'à présent, ils étaient atmosphériques. On ressentait de l'angoisse, on avait une atmosphère très pesante, très lourde. Tout le temps, on était en tension. Tout le temps, on était là à espérer le meilleur pour nos personnages, mais à s'attendre au pire. Voilà, c'est un roman qui mérite d'être découvert. C'est une petite brique, une petite pavasse. Il fait 600 pages et quelques, mais c'est toujours le cas avec les romans d'Adam Nevill. C'est toujours des gros briques. Le cadre, le personnage et la construction de la narration, ils sont toujours délicieuses. Voilà.
Et le dernier tome que j'ai lu dans cette sélection, c'est Sleepwalk ou Automate en français. Mais ne partez pas parce qu'il y a aussi un film que j'ai regardé, mais on va parler après. Comme je vous disais, il est sorti en français sur le nom d'Automate. Moi, je l'ai trouvé en anglais. Il est plus facile de trouver en anglais qu'en français. Parce que vous savez, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les œuvres de John Saul ne sont plus éditées en français, malheureusement. Et du coup, c'est assez difficile de les trouver. Mais si vous lisez un peu d'anglais, vous pouvez trouver ce titre en prix très accessible, à 9. Et l'anglais, moi, je l'ai trouvé pareil, accessible. C'est une lecture assez facile. C'est un très bon John Saul, vraiment. C'est un très bon roman de John Saul que j'avais pas lu depuis longtemps. Un romancier allaitant de sa plume. On est encore dans l'horreur médicale. Ça se passe très mal comme d'habitude. L'histoire de ce roman commence par la maladie d'une prof de maths dans une petite bourgade. Parce qu'ils sont dans la panade, ils vont faire appel à une ancienne élève qui est prof dans une autre ville afin qu'elle remplace cette prof de maths. La fille, elle ne pense pas deux fois et du coup elle retourne dans sa ville natale afin d'enseigner aux étudiants tout son savoir. Mais malgré cela, elle pensait que ça va être chouette, elle pensait que ça va être plus agréable que dans son école où il y avait beaucoup de voyous. Mais pourtant, elle se retrouve impliquée dans un complot qui va mettre en péril les habitants de cette ville et notamment les lycéens. Parce qu'il y a quelqu'un dans cette ville qui déteste les lycéens et qui veut les voir morts. La toile d'araignée va s'étaler un peu sur toute la ville et les habitants vont être attrapés comme des mouches. C'est un roman captivant, allaitant. Il y a beaucoup de références à la culture des natifs américains. Comme on a l'habitude aussi dans d'autres livres de John Saul, il fait référence à cette culture et on a des éléments un peu surnaturels qui sont liés à la culture de ces natifs, qui apportent en plus pour le roman, je trouve en tout cas. Les personnages sont attachants, on veut qu'ils s'en sortent, on veut qu'ils sortent victorieux de tous ces manigances qui ont été mises en place, mais bien évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. Et il y aura des couacs, il y aura des choses qui vont mal tourner et c'était un délice. C'était un délice, c'était un roman que j'ai dévoré du début et jusqu'à la fin. Ça faisait longtemps que j'avais pas adoré un John Saul à tel point. Je prenais plaisir dans tout ce que je lisais de John Saul, mais Sleepwalk ou Automate en français, c'est un titre qui mérite d'être découvert. Et parce qu'on a fini avec les romans, on va passer au film que j'ai regardé. Vous allez cette vidéo en décalé d'un mois, je pense, ou voire un peu plus. En tout cas, je la filme au moment où Alien Romulus, il est toujours au cinéma. Je l'ai regardé à la fin de la semaine dernière et j'avais bien aimé. Et après, j'ai regardé des chroniques des gens qui ont dit qu'il annulait complètement le film, le premier film. Et j'étais, ah bon? Je me rappelais pas. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé la saga Alien, du coup j'ai pas fait gaffe. J'ai passé un bon moment devant Alien Romulus. Je pense que ce film, il faut le prendre comme une œuvre à part. On a notre œuvre principale avec Ripley, qui est indétrônable à mon sens. Je pense pas qu'on pourra détrôner jamais qui a été fait auparavant, mais j'ai passé quand même un chouette moment. Tout n'était pas parfait, on va pas se mentir, il y avait des choses qui étaient prévisibles dans le scénario, dans le développement du récit, des choses, des facilités scénaristiques, comme par exemple là, le seul chemin possible tout droit, il y avait un seul chemin possible dans ce vaisseau. Bon bref, pareil, d'autres bricoles vers la fin où oui, c'était évident pour que la suite s'enchaîne très bien, il fallait faire ça, ça et ça. Mais il y avait aussi des éléments surprenants vers la fin, des éléments que certains vont aimer et que certains vont détester, ils vont dire « Oh, c'est quoi ces trucs? Je vais pas du tout aimer. » C'est un parti pris. C'est un parti pris, voilà. À mon plus grand regret, il n'y avait plus de chats, il n'y avait plus d'animaux dans cet Alien. C'est dommage, voilà, ça lui enlève un petit point. Mais les décors, l'imagerie, tout ce qui mettait en avant le décor, les lumières, certains plans, ils étaient vraiment chouettes, ils étaient vraiment sympas. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Sauf à un moment donné, vous me direz, si vous avez vu le film, et j'avais l'impression qu'on était sur des escalators dans un supermarché, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout ce plan? Il y avait ni queue ni tête, enfin moi je trouvais pas, j'ai pas compris. Mais sinon, tout le décor, tout l'ensemble du film était vraiment chouette, il était vraiment chouette. Voilà. Maintenant qu'on est allé dans tous les sens, je vais vous expliquer le synopsis. Dans cet Alien, on suit Rain qui est accompagné de son frère
Ce n'est pas vraiment son frère, c'est un androïde. Andy. Elle est sur une planète minière. Elle a fait un certain nombre d'heures et maintenant elle souhaite partir ailleurs pour vivre une nouvelle vie, pour se détacher de toute cette corvée qui existait sur cette planète. Sauf que son nombre d'heures, il a été décliné. On lui a rajouté des corvées. Et du coup, en rencontrant un groupe de potes, il se décide de partir. Mais pour partir, il y a un hic. Cette planète sur laquelle ils veulent émigrer, c'est une planète qui se trouve à 9 ou 10 ans lumière de là. Du coup, ils ont besoin des caissons, des cryogénisations pour qu'ils puissent se mettre en stase et qu'ils puissent profiter de leur voyage jusqu'à la planète suivante. Ça tombe bien parce que dans l'orbite, leur planète actuelle, leur planète minière, il y a un vaisseau qui est à la dérive et qui a ce type de technologie. Les gars, Rain, Andy et son groupe de potes, ils vont aller dans ce vaisseau pour récupérer la cargaison. Et voilà, notre film Alien peut commencer. Je vais pas vous dire plus sur le développement du film en lui-même, mais sachez qu'il y a des personnages détestables dans ce film. En tout cas, il y a un personnage détestable dans ce film. J'avais envie de lui plaquer mon poing dans la figure. Au final, le personnage que j'ai plus aimé dans cette saga, c'était Andy. Il était vraiment attachant. C'était vraiment lui qui donnait un sens à toute cette histoire, en tout cas pour moi. Il était vraiment bien. C'était mon personnage préféré de cette histoire. Quant à Rain, oui, elle était chouette, mais voilà, c'est pas replay. Là, maintenant, quand la vidéo va sortir, je pense pas que Alien va être toujours au cinéma, mais je vous recommande d'y aller, ou sinon de le regarder en streaming, parce qu'il vaut le détour. Mais prenez-le comme une œuvre à part. Même si on dit qu'il s'insère un peu entre le volet 1 du film et le deuxième, dites-vous que c'est une histoire à part. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça, c'est tout ce que j'ai lu, en tout cas, tout ce que j'ai gardé à la maison. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que les chats soient avec vous. Bisous tout le monde. Ciao.